Lebrun, elle n'est pas très très loin, voilà, je la vois là. Est-ce que, on aimerait bien avoir aussi votre. Là, on est vraiment sur un exemple d'un terrain, d'un territoire qui est Rambouillet, ce que nous situait Dominique Pinchera avec 25 000 habitants, plus de 2500 élèves, un besoin, et donc vous avez très bien fait la relation avec l'hospitalier sur lequel il va falloir aller en prévention. Madame Lebrun, vous, donc ça va être à vous. Attendez, je vais essayer aussi d'afficher votre photo et de vous donner la parole. Donc, Agnès Lebrun nous a rejoint et on la remercie. Elle est vice-présidente de l'Association des maires de France. Elle est aussi porte-parole de cette organisation. Et je veux dire que les maires de France, c'est à la fois les maires et les présidents d'intercommunalités. Et vous êtes aussi au comité européen des régions. Alors, aussi, je vous ai harponné, si je peux me permettre, il y a finalement pas très longtemps, mais je veux dire, pour nous, la base, c'est justement, et dans toute cette dynamique que montrait Jacques Plussard tout à l'heure, la base et les acteurs à la base, ce sont vraiment les acteurs du côté des municipalités. Est-ce que je peux vous passer la parole et puis je la prends volontiers si vous me dites que vous m'entendez. On vous entend très bien. On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Vous ne me voyez pas, alors je vais essayer de… J'essaye de décocher ma caméra, mais je n'y arrive pas. Bon, écoutez, j'aurais bien aimé vous voir aussi, enfin, que vous puissiez me voir comme je vous vois, mais peu importe. Merci, d'abord, merci beaucoup de nous avoir sollicités parce que c'est vrai que l'Association des maires de France est une association qu'on connaît, mais de la même façon qu'on méconnaît parfois le rôle des maires. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités représente entre 35 et 36 000 élus locaux. Non, enfin, si je n'intègre pas les conseillers municipaux, bien sûr, mais les maires et donc toutes leurs équipes, ce qui fait effectivement beaucoup de monde. Vous avez raison de le dire, les élus locaux sont en première ligne. C'est-à-dire qu'on dit parfois que ce sont les fantassins de la République parce que ils sont dans la plus directe proximité, c'est-à-dire que ce qui marche se voit tout de suite et ce qui ne marche pas se voit aussi tout de suite. Et ce que l'on méconnaît parfois, c'est que le maire a plusieurs rôles parfaitement définis. Il y en a un qui est essentiel, il est agent de l'État. Et à ce titre, même si la santé est régalienne, il n'empêche que, eh bien, il a des responsabilités et des obligations auxquelles il ne peut pas se soustraire. Ensuite, il est également, en théorie en tout cas, dans une démarche de vision politique qui est souvent idéologique, mais qui peut être aussi tout à fait politique au sens où il réfléchit, il essaie d'avoir un coup d'avance pour la mutation, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale, etc. Il essaye d'être acteur de ces mutations. Et enfin, et c'est peut-être non pas le plus important, mais en tout cas le plus prégnant dans ce qui nous occupe, c'est qu'il est une sorte d'agent de la circulation, c'est-à-dire qu'il est agent de la circulation au carrefour des intérêts particuliers et il lui appartient de faire la synthèse en quelque sorte de ces intérêts particuliers et surtout d'en extraire ce qui va devenir l'intérêt général. Et c'est d'autant plus difficile, c'est toujours difficile, c'est d'autant plus difficile que nous sommes dans une société qui est, sans vouloir l'accabler, plutôt consumériste, on l'observe bien, mais c'est d'autant plus difficile dans des situations de crise où évidemment les gens ont particulièrement besoin de repères, particulièrement besoin d'objectifs et où la difficulté… Pardon. Où la difficulté, vous m'entendez toujours? On vous entend très bien. On vous entend très bien et j'en profitais justement pour vous poser une question de ce côté-là. Allez-y. On comprend bien ce qu'est le rôle, le rôle essentiel, et là je crois que c'est important que vous le souligniez, le rôle essentiel du maire dans ces questions de santé. Je dois dire que de l'autre côté de nos écrans, pas aujourd'hui, mais de nos écrans de télévision, c'est vrai qu'on a vu souvent des maires monter au créneau et bien sur les questions de solidarité, sur des questions d'activité, notamment de défense et de défense des commerces, qui est aussi une chose qui est tout à fait essentielle, mais les questions, je dirais, c'est qu'à côté de ça, le poussant d'ailleurs, justement, quels sont des exemples ou des types d'actions que vous pourriez connaître? Alors, encore une fois, ça peut être des collectivités, enfin des municipalités de taille très, très diverses, mais qui vont dans ce sens, c'est-à-dire pardon de notre jargon, d'empowerment des citoyens et
de leurs habitants. Oui, parce qu'effectivement, les journalistes sont plutôt sensibles, et c'est normal, aux questions, encore une fois, ou aux questions économiques, ou aux questions de la collectivité. Mais là-dessus, plus particulièrement, est-ce qu'on pourrait voilà, vous demander votre sentiment? Bien sûr. Alors, les maires sont les premiers maillons de la cohésion sociale, c'est ce qui veut dire et ce qui se traduit concrètement par le fait que lorsqu'il y a une situation difficile à affronter collectivement, eh bien, ils ont la préoccupation immédiate des plus fragiles. Et pour les plus fragiles, dans le cas de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, que nous sommes en train de vivre, évidemment, ce sont les plus âgés et les plus petits. Dans ce cadre-là, évidemment, ils n'attendent pas la crise pour s'occuper de ces publics. Par conséquent, nous avons en général des dispositifs qui sont, non pas tout prêts, mais qui sont la matrice de ce que l'on peut faire. Je vous donne un exemple très concret. Nous avons dans les centres communaux d'action sociale ce que l'on appelle le registre canicule qui répertorie l'ensemble des personnes les plus âgées, les plus isolées, qui, parce que personne ne se préoccupe de leur sort, pourraient mourir tout simplement et pire encore, mourir seuls. Donc nous avons ce registre. Et dès le début de la crise, nous avons réactivé ce registre, ce qui nous a permis, grâce aux équipes d'élus et également en lien avec quelques associations soigneusement choisies, et je pourrais y revenir parce que c'est très important de bien, et je le dis sans vouloir troubler personne, mais c'est extrêmement important de ne pas être naïf. Le milieu associatif est évidemment très bienvenu. Les bénévoles spontanés exige que l'on vérifie les choses parce que quand on s'occupe des plus fragiles, eh bien malheureusement il y a bien souvent des intérêts parfois un peu cyniques, parfois mal intentionnés qui peuvent s'introduire dans le système, et je dois dire que j'ai toujours été extrêmement vigilante sur ce point et inciter tous mes collègues à l'être. J'ai été maire pendant 12 ans. Et on voit des choses qu'on n'imagine pas. C'est un peu comme les médecins. Dans le secret d'un cabinet, on observe la nature humaine parfois dans ce qu'elle a de plus regrettable. Et par conséquent, pour que les dispositifs fonctionnent bien, il faut absolument être dans le principe de réalité et ne pas confondre les choses et surtout ne pas répondre à la dictature de l'émotion. Dans le cadre J'en profite encore une fois, pardon, pendant que vous respirez, c'est pas du tout bien d'en profiter pendant que… Je vous en prie, deux choses, c'est-à-dire de vous dire, d'une part, on a dans notre salle virtuelle la chance d'avoir quelqu'un justement d'un CCAS, et j'aimerais bien tout à l'heure lui passer la parole aussi en écho à ce que vous dites. Donc c'est Nathalie Delacoche, je vous passerai la parole tout à l'heure. Et puis sur ce que vous disiez là, peut-être que j'appellerai Jacques Capuchard à réagir là-dessus, justement sur la nécessité du contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Hein. Ça c'est quand même l'une des choses qui est tout à fait essentielle. Je dirais que dans notre exemple de Rambouillet tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait, j'allais dire, un attelage de pilotage et un pilote précis c'est tout à fait important. Et je crois que là, ce que vous soulignez, madame, c'est tout à fait important. Pardon de vous avoir interrompu. Non, c'est pour cette raison que les centres communaux d'action sociale sont très, très, très précieux et surtout sont très professionnels, parce qu'il ne faut jamais oublier, encore une fois, de ne pas être… c'est pas parce que il y a des beaux élans collectifs qui souvent d'ailleurs sont des ballons de baudruche. Hein. Il faut toujours imaginer que s'occuper d'une victime peut aussi servir celui qui s'en occupe et sans vouloir noircir le tableau, les situations de crise exacerbent aussi un certain nombre de comportements. Alors concrètement, donc ce registre canicule a été élargi. Nous avons fait de la prévention pour que chacun, dans un souci de bienveillance, de voisinage par exemple, puisse signaler des voisins qui ne sont pas inscrits au registre canicule et qui pouvaient l'être. Nous avons fait des visites à domicile et nous avons mis en place avec une équipe à la fois d'élus, de services, et j'insiste là-dessus, les agents publics ont été souvent et la plupart du temps absolument formidables, parce que par le fait d'avoir des services qui ne fonctionnaient plus, beaucoup se sont spontanément proposés pour passer d'un service à un autre, pour renforcer les services sociaux. Et c'est quelque chose dont on a très peu parlé. Moi, par exemple, j'avais des agents de piscine qui ont demandé à intégrer le CCAS provisoirement, temporairement, et je trouve que c'est tout à fait remarquable. Et donc, nous avons visité… Deux secondes là-dessus, parce que c'est vraiment effectivement tout à fait important. Donc, vous aviez une espèce de corps, si on peut dire, de réserve, de quasi-réserve sanitaire ou de réserve Absolument. sanitaire
aux côtés de ces CRS et donc comme on l'a vu, enfin je vois par exemple dans l'un des précédents conférences échanges qu'on a fait qui était un débriefing Covid en milieu de santé, je veux dire que là, sur nos deux grands témoins, on avait un grand témoin qui était, j'allais dire, un membre de notre cercle, donc qui était, j'allais dire, un médecin du travail, un médecin coordonnateur international, j'allais dire classique, et qui l'a profitant, si on peut dire, de l'arrêt de l'activité de son entreprise de facto, c'était une grosse entreprise de distribution, s'est mis justement à la disposition, en l'occurrence c'était la PHP, mais est devenu médecin volontaire. Donc là, vous avez eu pendant, et on a encore donc pendant cette période Covid, des volontaires qui sont, mais d'un certain côté sans doute, à la fois sélectionnés et formés pour venir étayer vos équipes, c'est ça ? C'est exactement cela. Alors, nous avions la chance, alors pardon de le dire comme ça, mais moi j'étais maire d'une ville qui a connu des périodes d'inondation extrêmement violentes, avec des difficultés majeures pour assurer précisément cette cohésion sociale et tout bêtement le ravitaillement. Donc, nous avions ces dispositifs-là préparés et j'avais préactivé le dispositif quelques jours, enfin quand on s'est rendu compte que ça tournait au vinaigre, eh bien nous avions préactivé ce dispositif, ce qui fait que nous étions opérationnels. Ça s'est traduit comment ? Chaque personne repérée a été visitée physiquement ou par contact téléphonique avec une proposition de service. Parce que, et ça c'est un second point tout à fait important, et c'est le même qui concerne les enfants d'ailleurs, parce que dans le même temps que nous les assistions, il fallait que nous les aidions, en quelque sorte, à accepter l'idée de résilience. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce qui se disait sur la résilience tout à l'heure, et on sait bien que la résilience et la résistance au choc, mais c'est aussi autre chose concernant nos concitoyens. Il y faut à la fois du discernement, il faut de la clairvoyance, il faut de l'acceptation et il faut du consentement. Et pour avoir tout ça en même temps, eh bien, on peut l'avoir par nature, mais on l'a la plupart du temps par culture. Et par conséquent, dans le même temps et de façon concomitante, il nous semblait important de pouvoir apporter une aide, un colis alimentaire, et dans exactement la relation qui pouvait se nouer entre la personne qui livrait le colis alimentaire et le bénéficiaire, lier une relation qui permette de progresser. Je parle des inondations parce que dans le cadre des inondations, nous avions sectorisé. J'avais voulu sectoriser la ville de façon à ce que ce soit toujours les mêmes interlocuteurs qui aient les mêmes bénéficiaires. Et c'est important parce qu'il y a un rapport de confiance qui se crée et il y a une énergie démultipliée parce que le fait de pouvoir créer cette relation en même temps qu'on rend le service permet de prendre des forces, des deux côtés d'ailleurs, et permet aussi de supporter ce qu'il y a de plus dur pendant les inondations par exemple, mais aussi dans ce que l'on traverse, c'est que tout se supporte si on peut avoir une limite dans le temps. Or aujourd'hui, ce qui est extrêmement troublant psychologiquement bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. On ne peut pas dire quand ça va s'arrêter. Et je ne vais pas faire ici un débat sur la stratégie gouvernementale, mais ce que je sais par exemple, hein, de façon anecdotique, c'est que les personnes les plus âgées au moment des inondations avaient vécu de très nombreuses inondations. Et nous avons eu une période d'inondation qui a duré du 23 décembre au 8 février. Donc c'est excessivement long, c'est pas une catastrophe de 48 heures. Et les personnes les plus âgées que je rencontrais dans la rue me disaient, vous savez, Madame le maire, nous, on a l'habitude des inondations. Mais ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est mettre une croix sur le calendrier pour nous dire, il faut tenir jusqu'à cette date. Et ça, ni aujourd'hui, ni à ce moment-là, on était en capacité de pouvoir rassurer en donnant une date. Autrement dit, il faut une espèce de consentement permanent au changement, à une mise en place d'outils qui ne permettent pas de retrouver la certitude, mais de s'habituer à l'incertitude. Et la relation humaine est absolument essentielle. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas envoyer un colis par la poste. Évidemment, ça apaisera quelque chose, mais ça ne suffira pas. Et pour terminer, pour faire très bref, de la même façon, concernant les plus petits, je pense que les enfants apprennent beaucoup aux parents. Je ne vais pas dire que les enfants apprennent plus aux parents que l'inverse, mais
les enfants sont souvent exemplaires parce que, précisément parce qu'ils sont enfants, ils ont un degré d'adaptabilité qui n'est pas forcément celui de leurs parents. Par exemple, pour le masque, les enfants, si c'était bien présenté, si la réserve communale ici avait fabriqué des dizaines de milliers de masques, eh bien, on avait fait des modèles enfants, enfin, un petit peu drôles, etc. Ils étaient très fiers, au contraire, de porter leur masque. Et ce sont eux qui ont appris à leurs parents à porter le masque et qui ont rassuré les parents. De la même façon, dans les EHPAD, si je peux me permettre de donner un dernier exemple, les EHPAD, ça a été beaucoup plus compliqué, les établissements hébergeant des personnes âgées, parce que le degré de solitude est beaucoup plus difficile à évaluer. Et ça n'est pas parce qu'un résident dans un EHPAD reçoit sa famille qu'il n'a pas un sentiment de solitude. C'est assez troublant d'observer que les résidents d'EHPAD parfois ne souhaitent pas voir leur famille parce que finalement ça les renvoie peut-être à quelque chose. C'est pas idyllique du tout. Et les familles sont très inquiètes bien sûr, et c'est tout à leur honneur. Mais la façon dont on s'occupe des résidents est souvent un lien direct avec les résidents. Et là, ce que nous avons mis en place très vite, c'est d'abord des petits gestes attentionnés parce qu'ils étaient confinés en chambre et c'était donc très compliqué parce qu'ils n'avaient plus aucun moment social. Et nous avons surajouté du personnel formé pour qu'il y ait des visites sans limite de temps dans les chambres. C'était très lourd, mais ça a été très efficace. J'entends par là que les personnels qui visitaient les résidents dans l'EHPAD étaient eux-mêmes confinés, c'est-à-dire que acceptaient le jeu, si je puis dire, de ne pas exposer, bien entendu, les résidents. Nous avons installé un Skype pour que les résidents puissent avoir des relations avec la personne de leur choix à travers un écran. C'était pas évidemment exceptionnel, mais certains se sont pris au jeu et ont eu le sentiment d'apprendre quelque chose qui finalement qu'ils s'étaient refusés à apprendre parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas y arriver et c'était assez formidable. Et enfin, nous avons la chance en Bretagne d'avoir un musicien de forte notoriété internationale qui s'appelle Jean-Christophe Spinozzi, qui est à la fois un musicien et un chef d'orchestre et qui a proposé tout à fait généreusement de jouer quelques minutes pour chaque résident qui le souhaitait ou à qui on voulait faire ce cadeau. Et ça a été vraiment, là par contre, c'était des moments de pure émotion parce que ça a renvoyé notamment des personnes désorientées et atteintes d'Alzheimer à quelque chose de très profond et très, très intime. Et ça a été tout à fait extraordinaire. Voilà, je peux en dire davantage et je peux développer, répondre aux questions, mais le cadre général, c'est celui que je viens de donner, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être très rigoureux, c'est très exigeant parce que la rigueur s'impose vraiment de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus aiguë. Il ne faut pas faire de faux pas et il faut avoir des dispositifs rodés et toujours être à l'affût d'un besoin nouveau qui peut naître et qui exige que l'on s'adapte et qu'on évolue et qu'on crée d'autres dispositifs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à vous. On va continuer si vous voulez bien. Moi, je vous propose.